Professeur Henri Ba, vous qui êtes enseignant, comment vous réagissez? Bien, bonsoir Monsieur Ali, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? On vous entend très bien. Bien, parfait. Je voudrais bien partager l'optimisme de mes co-débatteurs, mais je voudrais aller un peu plus loin pour commencer par dire d'abord que analyser un résultat scolaire, ce n'est pas aussi simple que cela parce que le résultat scolaire est le fruit d'une corrélation d'action de plusieurs acteurs. C'est pourquoi moi je voudrais aborder cette analyse d'un point de vue systémique. Le point de vue systémique me permet de dire, contrairement à quelqu'un sur le plateau, que ce n'est pas une action du simple gouvernement ou du seul gouvernement de l'État, parce que l'État a beau mettre les infrastructures, a beau créer les conditions, si les enseignants ne sont pas motivés, si la famille n'appuie pas, si les organisations religieuses et même traditionnelles n'appuient pas l'éducation des enfants, si les ONG ne font rien, si les enfants eux-mêmes ne s'y mettent pas, nous ne pouvons pas avoir de bons résultats. C'est pourquoi je me dis, d'un certain point de vue systémique, il faut prendre en compte tous ces paramètres qui s'emboîtent et qui nous permettent d'avoir de tels résultats. Mais au-delà de ces résultats macro qui sont positifs, moi je ne voudrais pas aussi qu'on se limite au simple quantitatif, c'est-à-dire aux chiffres, aux 41%. Il faut qu'on puisse désagréger parfois ces scores qui sont très intéressants. Et je salue au passage les efforts du professeur Marietou. On voit les efforts qu'elle déploie, on voit comment l'école essaye de s'améliorer de plus en plus. Mais allons un peu plus loin. Ces résultats au niveau national, qu'est-ce qu'ils reflètent au niveau des régions, au niveau des départements? Toutes les écoles ont-elles eu de bons résultats? Quand je vois des écoles, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, Sainte-Marie aurait fait 100%. Mais quand Sainte-Marie fait 100% et qu'un autre établissement ailleurs fait 0%, le score national, si on compare, on met Sainte-Marie ensemble avec cet établissement, ça nous donnera 50% par exemple au niveau national. Quels sont les scores dans les régions? Quels sont les scores dans les départements? Quels sont les scores dans ces petits coins où quelquefois il n'y a pas de professeurs de mathématiques? Dans ces petits villages où quelquefois il n'y a pas d'instituteurs, ce sont des volontaires qui donnent des cours. Et je pense que du point de vue qualité, on pourrait interroger ces aspects et puis améliorer au lieu d'être assez, j'allais dire, très heureux de ce qu'on a obtenu. C'est vrai, il faut s'enorgueillir, mais du point de vue qualité, je me dis, méfions-nous des chiffres. Ils sont certes intéressants, mais il faut les désagréger. Et moi, je voudrais saluer tous ces acteurs qui interviennent dans le système. Quand on dit système, ça veut dire que les éléments se tiennent les uns les autres et il ne faut pas négliger un seul acteur. Moi, je voudrais saluer tous ces acteurs, les enseignants, les étudiants, je l'ai dit tantôt, les familles, les communautés religieuses et traditionnelles, l'État, même différents ministères, dont le ministère de la Santé, parce que ces enfants ont été soignés pour partie, même le ministère du Transport, parce qu'ils ont emprunté parfois les bus, les taxis pour se rendre à l'école. Je vous dirais même le ministère de l'Énergie, parce qu'ils ont besoin d'électricité pour étudier. Je vous dirais le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils ont besoin d'aubergines et de tomates. Enfin, juste pour dire que finalement, c'est toute la société qui est concernée. Justement, l'approche systémique nous permet d'aller dans tous ces coins. Il faut saluer tous ces acteurs, même si il y a des acteurs clés qu'on peut mettre en avant. Voilà pour l'instant le niveau où je me limite. Très bien. Dire oui, c'est beau, mais il faut saluer toute cette approche systémique. Très bien. Alors, je ils sont en diplex avec nous. Professeur Henri Ba, sur les pare-feux mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, notamment pour lutter contre la tricherie, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que le bac en Côte d'Ivoire et même les autres examens sont plus sûrs aujourd'hui et que la tricherie est en train d'être combattue jusqu'à dans cette dernière retranchement? Oui, elle est en train d'être combattue. Mais avant d'arriver là, permettez, comme nous sommes en ligne... Oui, bien sûr, allez-y rapidement, allez-y. Voilà. Vous savez, la question de l'école est tellement sensible et sérieuse que pour moi, quand je l'aborde, je me dis, il ne faudrait pas qu'on l'aborde avec des relents politiques. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal, là où ça ne va pas. On est d'accord. L'État, c'est vrai, le directeur l'a dit tout à l'heure, l'État, c'est tout le monde. Mais ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quand on dit l'État, on voit le gouvernement, on voit son ministère. Donc c'est pourquoi l'approche systémique que j'ai abordée permet de voir là où ça ne va pas. Et puis l'État va peut-être régler. C'est pourquoi je suis passé par là. Khalil nous disait tout à l'heure que l'approche que j'ai eue, elle est analytique. D'accord, je lui accorde. Mais si elle n'est pas analytique, je crois bien que dans une partie de ce sujet, nous allons aborder les perspectives. Si nous n'avons pas cette approche analytique qui permet de désagréger, pour voir par exemple qu'il y a des disparités d'enseignants dans telle zone et que le résultat au niveau national, au niveau holistique, il est certes bon, mais dans telle région, on gagnerait à faire des progrès en y envoyant des enseignants,
on ne va pas régler ce problème. On peut se contenter de dire oui, nous avons fait des bons, le gouvernement d'hier ne faisait rien, celui d'aujourd'hui, il a permis tant ou la ministre d'hier ne faisait pas. Non, je ne suis pas dans cette dimension. J'ai dit oui, le résultat, il est bon. Des efforts sont faits. Mais il faut désagréger ce résultat pour que nous comprenions qu'il y a des zones, même la question des enseignants. Nous sommes aujourd'hui satisfaits des résultats. Mais j'ai le sentiment qu'un des acteurs de ce succès comporte en lui-même encore des plaies que nous devons, que le ministère, l'État devrait régler. Nous avons pris des enseignants niveau BPC. Nous avons pris des enseignants pour prendre des enfants avec le niveau BPC. Cette politique, je l'ai trouvée un peu dangereuse. Elle m'a fait penser au salaire à double vacation en son temps, où on nous parlait des raccrochés. Des enseignants, bon, les jeunes de maintenant ne connaissent pas le phénomène des raccrochés. Ce sont des enseignants qui ont le même diplôme que leur père, mais qui, à un moment donné, recevaient la moitié du salaire que leur père. On a recruté des enseignants de niveau BPC. Quand on sait quel était le niveau de nos enfants de BPC, dont on dit tous aujourd'hui qu'on est en train de redresser le niveau. Mais celui qui a ce niveau BPC, qu'on met dans une classe pour enseigner, qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? Le taux de réussite au CM2, pour moi, la tricherie, oui, on l'a banni, mais j'ai le sentiment que ce taux de réussite de 86%, nous devons froidement l'interroger. Est-ce que ce taux de réussite ne cache pas des formes de laxisme dans lesquelles on a mis des pressions institutionnelles pour que les enfants ne doublent pas? Parce que j'ai eu dit qu'au primaire, on ne double plus, les enfants doivent passer. Le directeur disait tout à l'heure qu'on a facilité les épreuves. Non, on ne facilite pas les épreuves en docimologie. On donne l'épreuve qui est au niveau de l'enfant. Ce qui est dangereux, c'est de lui donner des épreuves avec ruse. Mais ne disons pas on donne des épreuves avec facilité. Quand les enfants entendent ça, quand les parents entendent... Personne n'a dit qu'on donnait les épreuves avec facilité, professeur. Non. Non, on a dit tout à l'heure, on donnait des épreuves qui étaient faciles pour les enfants des QCM. Non, il n'a pas utilisé le mot facile. Il a dit que des épreuves que pourrait traiter un élève moyen. C'est l'expression qui a été utilisée. Oui, les épreuves. En fait, ça c'est la docimologie, c'est le basique. Lorsqu'on donne une épreuve dans une classe, on donne une épreuve que peut traiter l'étudiant ou l'élève moyen. Et le temps qu'on donne n'est même pas le temps de l'élève excellent. C'est le temps, quand je vous dis mon épreuve dure 2 heures, ce n'est pas 2 heures pour l'élève excellent, c'est 2 heures pour le moyen. C'est pourquoi celui qui est excellent, il devrait pouvoir terminer en moins de temps. Mais en fait, je reviens sur la question des épreuves, ne pas perdre le fil de mon idée. Un QCM, pour prendre l'exemple que le directeur a pris, le QCM dépend des objectifs pédagogiques. On ne donne pas le QCM dans toutes les épreuves et selon les objectifs pédagogiques, on ne donne pas le QCM. Il y a des matières pour lesquelles on a besoin de faire une analyse, une réflexion. Quand vous donnez une dissertation de philosophie, que vous donnez un QCM, c'est différent. Donc, en fait, je voulais relativiser pour dire, analysons ces résultats. Ils sont positifs, je les salue, mais pour qu'on puisse aller encore de l'avant, du point de vue de la qualité, il faut aller plus loin. Ne pas aux chiffres, aux quantités, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est combattre la tricherie. Je reviens à votre question. Oui, elle est combattue. En son temps, il n'y avait pas de détecteurs de métaux. Moi, j'ai présidé le jury pendant au moins 9 ans. Nous, on n'avait pas de détecteurs de métaux, on les fouillait. Mais aujourd'hui, avec les détecteurs de métaux dont les présidents de jury sont dotés, cela permet de voir qu'un étudiant a un cellulaire sur lui. Il y a des caméras, des efforts sont faits, mais on ne peut jamais arriver à zéro défaut de tricherie. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais des efforts sont faits et ce bac, ces épreuves, je pense que ce sont des épreuves fiables, mais nous pouvons encore faire mieux et il nous faut nous attarder non pas sur les acquis, mais sur nos faiblesses pour que demain, nous puissions faire encore mieux. D'accord. M. Kwakoko, est-ce que pour vous, il faut uniquement beaucoup plus de répression ou il faut renforcer l'éducation sexuelle et le dialogue avec les jeunes? Avant de répondre à votre question, vous savez, un problème, il est bien résolu quand il est clairement posé. Tout à fait. Je vais peut-être vous choquer, mais j'ai le sentiment que le ministère lui-même se donne trop de pouvoir et élargit trop sa marge de manœuvre au point où c'est le ministère qui est vu aujourd'hui. Comment? Nous sommes face à un phénomène qui est assez complexe, dans lequel il y a un réseau d'interaction à la fois social, à la fois culturel, économique, institutionnel. Et le ministère est positionné au niveau institutionnel. Il n'est pas au niveau social, il n'est pas au niveau culturel. Dans une certaine mesure, il n'est pas au niveau économique. Le ministère de l'Éducation nationale est situé au niveau institutionnel. Et voilà que ce ministère, voulant tellement bien faire, veut embrasser toute cette chaîne de responsabilité d'acteurs. Quand nous faisons une cartographie des acteurs en présence dans cette histoire de grossesse en milieu scolaire,
tout le monde l'a dit, il y a les élèves eux-mêmes, filles et garçons. On parle très peu des garçons, mais leur responsabilité est engagée. Il y a les élèves eux-mêmes, filles et garçons, il y a les parents, les familles, il y a les enseignants, il y a l'administration scolaire. C'est en ce moment que le ministère intervient. Il y a les structures de santé, il y a les communautés religieuses et encore les communautés traditionnelles. Le ministère ne maîtrise pas tous ces gens. Quand quelqu'un vous dit que le contraceptif, du point de vue de sa religion, l'enfant ne doit pas en parler, l'enfant ne doit pas prendre le contraceptif, qu'est-ce que le ministre peut bien faire? Donc moi, excusez-moi, mais je ris quand le ministère dit zéro grossesse en milieu scolaire. Le ministère s'engagerait mieux sur des choses qui dépendent de lui. Quand je prends le cas du football, vous êtes attaquant, nous sommes dans un match de football, vous n'êtes pas défenseur, vous n'êtes pas le gardien. Dites plutôt nous marquerons tel nombre de buts. Ne dites pas nous n'encaisserons pas, parce que ce n'est pas vous le gardien, ce n'est pas vous le défenseur. Vous pouvez être sûr que vous marquerez, mais vous ne pouvez pas garantir que votre gardien ne prendra pas de buts. Quand il prendra un but, on va dire, mais vous avez dit, vous n'encaisserez pas de buts. Professeur, avant que vous ne poursuiviez, il faut bien... Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez, professeur? Je vous entends, oui. D'accord. Avant que vous ne poursuiviez, il faut bien que quelqu'un, une institution, porte le lead de cette lutte. C'est peut-être ça le sens du propos du représentant du ministère. J'en arrive justement. Le ministère peut porter la lutte, mais le ministère doit prendre en compte ou faciliter aussi ou interpeller, comme quelqu'un disait tout à l'heure, l'État, c'est tout le monde. Il faut que nos familles se réveillent. Un enfant qui va à l'école, il est d'abord éduqué à la maison. L'école le récupère. Pour moi, l'enseignement, le ministère de l'Éducation peut s'engager sur le comportement de ses enseignants de l'administration. Mais l'enfant qui a quitté l'école, qui vient à la maison, il est à la charge de ses parents. Mais que valent aujourd'hui nos syndicats, nos familles? Les familles sont disloquées. Moi, les quelques rares fois, j'ai entendu parler des syndicats ou de l'association, pas syndicat, de l'association des parents d'élèves, c'est lorsque les enseignants sont en grève qu'ils viennent pour parler de l'avenir de leurs enfants. Ils ne parlent jamais du comportement de leurs enfants. Quand il y a une grève d'enseignants, on vient à la télévision, les enseignants doivent être consciencieux, nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Que font ces familles? Premier élément pour moi sur lequel on insiste très peu, c'est la démission des familles. Deuxième élément sur lequel on insiste, comme je suis philosophe et que une de mes branches c'est aussi la psychologie, savez-vous, ces enfants, ils sont animés par la curiosité. On ne prend pas ça souvent en compte dans leur éducation. Dans l'évolution de l'enfant, le stade phallique est un stade de la curiosité. L'enfant veut découvrir. Et lorsque l'enfant veut découvrir, par l'éducation, on peut amener à atténuer la découverte ou on l'amène à découvrir et puis on l'encadre. Un enfant qui, dans sa curiosité phallique, veut découvrir le sexe de l'autre ou voir comment son organe fonctionne, vous n'éprouvez rien, c'est dans son cerveau que ça se passe. Et à un moment donné, vous n'êtes pas là. Il faut plutôt l'encadrer. S'il a découvert le sexe, il faut lui donner des contraceptifs. Mais certaines familles aujourd'hui, du point de vue religieux ou culturel, ne veulent pas donner des contraceptifs. Donc vous répondez à ma question, il faut un renforcement de l'éducation sexuelle. Un renforcement de l'éducation sexuelle a commencé déjà par les familles et a commencé par les communautés religieuses et les communautés traditionnelles. Parce que ces deux entités, pour moi, ne sont pas suffisamment prises en compte. L'État a fait beaucoup. En notre temps, on pouvait vous orienter de Bangolo, on pouvait vous orienter à Sassandra ou on pouvait vous orienter je ne sais où. Mais aujourd'hui, les enfants restent aux côtés de leurs parents. L'État fait tout aujourd'hui pour que les enfants ne soient pas amenés loin. On donne des livres cadeaux. Donc la question économique, l'État ne peut pas tout faire, le ministère ne peut pas tout faire. Donc j'interpelle les familles et les communautés religieuses et traditionnelles. Très bien. Merci professeur Ariba pour ce développement très pertinent. Monsieur Poda, est-ce que vous êtes toujours avec nous?